c'est un peu cheesy de le dire comme ça, mais j'ai vraiment vécu un tas d'aventures dans mon travail de journaliste. Donc je suis heureuse et puis je me suis aussi laissée porter par les différentes opportunités. Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast qui mêle intimité et créativité. Je suis Chloé et cette semaine vous avez une double dose de Clo-Clo, puisque j'ai eu le plaisir de recevoir à mon micro la journaliste et autrice Chloé Thibault. On s'est rencontrés à la suite d'un épisode enregistré avec Nala. Je vous mets le lien d'ailleurs en description de cet épisode, si jamais ça vous intéresse de l'écouter juste après. Et évidemment, en échangeant ensemble, je me suis dit qu'il fallait qu'on discute absolument de musique, de son approche de la culture avec son prisme féministe, de son métier aussi et de son expérience en tant que journaliste indépendante. Et elle a ajouté un autre sujet à tout ça que je trouve hyper intéressant, qui n'est autre que son rapport à l'argent. J'espère que cet échange vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, partagez l'épisode autour de vous, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur Instagram et sur TikTok. Et maintenant, on passe à l'épisode. Bienvenue dans le club. Salut Chloé. Salut Chloé. Je suis trop contente d'avoir une Chloé dans le Clo-Clo Club. Vraiment, il n'y a pas le nom plus adapté, tu vois, que ce podcast pour recevoir une invitée qui s'appelle Chloé. On en parlait un tout petit peu hors micro, mais Clo-Clo, c'est un surnom qu'on n'aime pas, ni toi ni moi, à la base. Même si moi, je l'ai choisi pour le podcast. C'est parce que c'était Claude François, une personne qu'on n'aime pas du tout. Non. Mais un chanteur. Et en transition, pas du tout capillotractée, mais en l'occurrence, ça me permet de parler de musique avec toi, car parmi tes nombreuses casquettes de journaliste indépendante, tu parles aussi beaucoup de musique, tu es aussi autrice. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditrices ? Eh bien oui, je m'appelle Chloé Thibault, j'étais surnommée Clo-Clo par les gens qui ne m'aimaient pas, parce que mes parents ne m'ont jamais appelée Clo-Clo. Non, on est d'accord. Parce qu'ils détestaient Claude François, enfin, en tout cas ma mère. Donc voilà, je suis Chloé, je suis journaliste indépendante, je suis autrice. Je suis aussi pianiste amateur. Ah ouais, je savais pas. Ouais, et je suis maman. Non, c'est très creepy de dire maman pour des chats, mais en tout cas, je suis l'heureuse maîtresse de 2 petits chats. Ils s'appellent comment ? Eh ben, qui ont des prénoms qui te feront penser à la musique, parce que j'ai Toulouse, comme dans les Aristochats, parce que c'est un petit roux. Le meilleur. Et Bowie, comme David Bowie. Voilà. Tu sais tout de moi. Là, on enregistre dans une salle, on n'est pas chez moi. D'habitude, il y a Nouchka, mon chat, mon enfant personnel, qui est là aussi, des dames à chat. Écoute, ça fait un point commun de plus. J'aime bien donner une petite citation pour commencer un petit peu la discussion. Une citation qui m'a fait penser à toi. Je vais te la donner, je vais te laisser nous la lire et me dire à quoi ça te fait penser. J'ai le trac. Oh, c'est long. Oh là là. Oh, très bien, bon, je vois d'emblée. Alors, c'est une citation de Gloria Steinem dans « Ma vie sur la route, mémoire d'une icône féministe ». J'aime déjà. Enfin, je connais et j'aime. La citation. « Quand on écrit, la plus belle récompense est de mettre le doigt sur quelque chose que d'autres éprouvent sans savoir comment le formuler. La pire punition, c'est d'être mal compris. Il arrive qu'avec les mêmes mots, on fasse les deux. » Super. Alors là, je suis honorée que cette citation t'ait fait penser à moi. Elle est extrêmement juste, surtout mettre le doigt sur quelque chose que d'autres éprouvent sans savoir comment le formuler. C'est vrai que c'est un peu c'est un super résumé de mon travail, quoi, de ce que je fais tout le temps. Et il y a un côté vraiment très jouissif, en tout cas pas forcément pour les personnes qui me lisent, mais juste pour moi-même, d'arriver à formuler, créer, résumer une pensée à partir de plein de choses qui gravitent dans ma tête. Ça remonte à quand ton rapport à l'écriture ? Franchement, bon, je dirais pas toujours parce que ce serait quand même un petit peu mentir, mais en tout cas, assez tôt dans mon adolescence, je me suis rendu compte qu'écrire à l'école, dans le cadre de mes études, c'était ce qui me plaisait le plus. J'ai toujours eu un intérêt particulier pour le français et ensuite la littérature et les rédactions. Donc ça s'est imposé à moi. Et après, mon père écrit, c'est son métier, il est auteur. Donc j'ai à la maison toujours vu quelqu'un écrire et puis ensuite en vivre. Donc je me suis dit que c'était possible. Enfin, je pense que, en tout cas, ça a largement participé au fait que je puisse associer l'écriture à un vrai métier. Oui, forcément d'avoir un modèle proche qui t'encourage en plus, je suppose, dans cette voie. Mais c'est plus le lien ensuite d'écriture à journalisme. Pour beaucoup, on a encore l'habitude d'opposer en fait écriture de fiction par exemple et journalisme, de dire c'est pas le même métier, ça demande pas les mêmes choses, ce qui est vrai en soi, mais ça reste un attachement pour l'écriture. Toi, comment est-ce que tu as fait
le pont finalement entre les deux? Bon, c'est évidemment pas pour commencer en m'établissant comme une snob, mais Je serai toujours plus snob que toi dans ce podcast, tu peux y aller. Ok. Mais j'ai eu la chance de faire une année d'Erasmus en Angleterre et donc de voir de l'intérieur un système scolaire autre que le système français et de rencontrer des personnes des quatre coins du monde qui m'ont vraiment prouvé qu'en France, on a ce défaut qui est vraiment de coller une étiquette sur le front de chacun et chacune et de s'y tenir, et même dans nos études, quoi. On doit être littéraire, on doit être matheux, scientifique, et on n'a pas le droit d'aller dans d'autres catégories comme ça nous chante. Alors que j'avais des amies, par exemple allemandes ou anglaises, qui pouvaient tout à fait avoir une major maths et à côté de ça faire plein de philo, ouais. voilà. Et puis, même dans cette fac-là, tu pouvais... tu pouvais avoir un parcours super scientifique, mais le soir, aller au Glee Club et en fait chanter, faire de la chorale, faire du théâtre, et c'était complètement OK. Ce que j'ai jamais trouvé en France, où c'est hyper cloisonné. Ouais, clairement. Et sur le côté écriture et journalisme, idem, en tout cas chez les Anglais, mais même aux États-Unis, il y a beaucoup plus l'idée que les journalistes sont des writers et on a plus ce pont en fait entre la fiction, le journalisme, l'emploi de la première personne d'ailleurs dans le journalisme, dans les chroniques. C'est ça, on met moins cette injonction à être absolument neutre et à retranscrire des faits, ce qui est en plus de ça, même avec toute la bonne volonté du monde, impossible. À partir du moment où c'est une personne qui écrit, il y a forcément des biais. À partir du moment où ça appartient à un média, encore plus. Donc pour te répondre, en tout cas, donc comme je l'ai dit en introduction, je faisais du piano au collège, j'étais en classe à horaire aménagé musique. Donc en fait, pendant la première moitié de ma vie, moi, je pensais vraiment que la musique serait mon métier. Comme j'avais des résultats assez cata en troisième et que j'ai failli redoubler, j'avais pas forcément le niveau pour aller dans un lycée musique. Donc, je suis allée dans un lycée général et puis ensuite, je me suis rendu compte que le piano, le conservatoire à haut niveau n'était pas fait pour moi. J'étais beaucoup trop anxieuse. Je ratais mes auditions vers la fin parce qu'en fait, le fait que ce soit évalué me mettait la pression et me coupait le plaisir de jouer de mon instrument. Et comme j'ai été super épanouie en première littéraire, après le chemin a été un peu tracé. Et pour moi, le métier de journaliste, est tellement... en fait, être journaliste, ça peut vraiment recouvrir 50 réalités différentes. Donc, j'étais assez persuadée de pouvoir trouver ma place et en tout cas me tricoter quelque chose qui m'épanouirait dans différents domaines. Et est-ce que ça a été le cas tout de suite ou est-ce que c'est venu avec le temps ? C'est venu avec le temps. En fait, là, je vais bientôt fêter, entre guillemets, mes 10 ans de vie professionnelle. Donc, force est de constater qu'il aura quand même fallu une décennie. Mais je pense que c'est normal pour que je m'épanouisse de plus en plus. Mais je n'ai jamais été malheureuse dans mon travail de journaliste parce qu'en fait... j'ai changé assez régulièrement de rédaction, de médias. Donc, franchement, je me suis jamais laissé le temps de m'ennuyer quelque part. Et partout où je suis passée, j'ai appris des choses essentielles et vécu plein d'aventures. C'est un peu cheesy de le dire comme ça, mais j'ai vraiment vécu un tas d'aventures dans mon travail de journaliste. Donc, je suis heureuse et puis je me suis aussi laissée porter par les différentes opportunités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un parcours, je ne sais pas s'il est original, mais en tout cas... qui n'est pas forcément celui auquel je m'attendais il y a 10 ans, en effet. J'ai repris mes petites notes parce que j'ai noté un petit peu ton parcours. Je ne voulais pas oublier. Le but, ce n'est pas de refaire ton CV, loin de là. Mais c'est vrai que dans ton approche du métier de journaliste, tu as donc beaucoup bougé. Comme tu dis, tu as beaucoup changé de média. Tu es passé par la télé, mais pas que. Ensuite, donc, du coup, en rédaction. Et au niveau des thématiques sur lesquelles tu as pu travailler, tu étais aussi sur des thématiques, j'ai l'impression, dans l'ensemble quand même, qui t'intéresser. Et il y a juste un point moi qui m'a fait rire, Magic Maman, parentalité, pardon, waouh, le lapsus, allez, parler de parentalité alors que tu n'as pas d'enfant, que c'est ta deuxième expérience du coup de ce que j'avais vu, tu me corriges, mais qu'est-ce qui t'a amené là? Et pour le coup, tu parles des enseignements, t'en as tiré quoi d'être journaliste dans un média sur une thématique pas niche parce que ça concerne beaucoup de gens, mais quand même très ciblé, quoi. En fait, oui, c'est un peu ça aussi que j'avais en tête quand je te disais que c'était pas forcément là où je pensais aller à l'origine. Mais en fait, Magic Maman, donc moi j'ai commencé chez France 3 en tant que reporter pour les journaux télévisés.
Donc ça, bon, je pense que tout le monde arrive à se représenter ce qui était mon travail, quoi. C'était toi qui allais sur le terrain pour faire les petits sujets Comment ça, les petits sujets? Les petits sujets du JT, les gros sujets. Oui, pour faire ouais, des reportages qu'on voit le midi, mais ce qui est très très enrichissant parce qu'en fait, mon tout premier jour chez France 3, il y avait eu une espèce de tempête de grêle dans le sud de la France, donc plein d'exploitations agricoles étaient ravagées. Je crois que c'était des pruniers, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis retrouvée avec un producteur de prunes, en fait, qui avait ses récoltes dans un piteux état, que j'interviewais. Le lendemain, j'ai fait un camp de naturistes. C'était super fun, tout le monde était tout nu. J'étais avec mon caméraman, évidemment, habillé. Après, j'ai fait un sujet foot, alors que moi, vraiment, le foot et moi, ça fait deux. Enfin, en fait, en une semaine chez France 3, chaque jour, tu vis des choses complètement différentes les unes des autres et parfois un peu zinzes, quoi, parce que se retrouver la seule habillée dans un camp de naturistes et tendre ton micro et cacher les sexes des gens avec des pots de fleurs pour les filmer et tout, c'est super drôle. Sauf que assez rapidement, je me suis rendu compte que, enfin, je le savais déjà, mais ça me l'a confirmé que c'était pas ma vocation quand même si ça me plaisait, que j'avais pas envie de rester dans le news comme ça. C'était pas ta motivation de base à faire du journalisme, de faire un truc différent tous les jours, ou c'était vraiment la partie news actu? Si, c'était plutôt la partie news, et surtout ce qui est un fait dans les news, c'est que les reportages sont très courts. Enfin, c'est 1 minute 30, c'est beaucoup en news, quoi. Tu peux faire du 1 minute 10, 1 minute 15. Bah, surtout en télé, quoi. Ouais, en télé. Donc, c'est toujours frustrant parce qu'en fait, chaque jour, tu plonges ton cerveau dans un nouveau sujet, tu le potasses, tu écris, et bam, le soir même, tu l'oublies, tu passes à autre chose. Enfin, c'est très, très éphémère et frustrant parce que quand tu es sur des problématiques importantes, parce qu'il y a quand même des choses plus ou moins importantes que tu couvres, en fait, parfois, tu te dis, mais mince, attends, moi, je veux faire un 90 minutes là-dessus. Donc moi, j'avais cette frustration dans le récit et dans l'écriture. Et en fait, je voulais en parallèle écrire des articles pour différents médias. Et quand je cherchais des stages à l'époque, j'avais postulé chez Family, donc l'ancien nom de Magic Maman. Okay. Et en fait, j'ai recontacté la rédaction. Il se trouve qu'elle cherchait quelqu'un pour faire des piges, qu'elles m'ont proposé de faire un test. Mon tout premier article pour elle, c'était les 20 mots indispensables pour comprendre votre ado. Et en fait, ça m'a vachement amusée parce que j'ai mis T'étais pas si loin en plus en termes ouais, j'avais 25 ans quand même. 10 ans, quoi. Oui. Ouais, attends. Contrairement à d'autres qui vont écrire sur le sujet, qui ont un vrai décalage, une vraie rupture, tu vois. C'est sûr. Mais en tout cas, je m'étais amusée, ça leur avait plu. Et en fait, on a commencé. Et oui, en fait, de base, un magazine parental, c'était pas là où je pensais atterrir. Déjà, pour répondre à ce que tu disais, bon, heureusement, en tant que journaliste, on n'a pas besoin, par exemple, là, d'être maman pour bosser chez Magic Maman, ou bien de faire du foot si tu travailles pour l'équipe, que sais-je, quoi. C'est quand même l'intérêt du travail de journaliste. Et en fait, le magazine parental recouvre toutes les rubriques que tu trouves dans un média normal, et il y avait quand même pas mal de culture. Je me suis occupée assez vite de la rubrique cinéma, comme je faisais de la vidéo, donc je faisais des interviews d'acteurs, d'actrices, de films qui pouvaient plaire à la famille, donc ça m'éclatait. Et voilà, j'ai vécu plein de choses qui m'intéressaient. Je m'étais dit aller maximum 2 ans là-bas. Et ensuite, je suis partie chez Entrée Libre pour France 5, où là, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que j'étais réalisatrice pour un magazine culturel quotidien. Donc là, c'était exactement ce que je voulais. Mais chez Magic Maman, j'étais plutôt épanouie. Et quand même, assez régulièrement, je pouvais écrire des articles où j'exprimais ma plume avec de l'humour. Et ça me plaît. Et du coup, avec cette envie d'aborder des sujets typiquement culturels, qui t'intéressent, d'avoir un peu d'humour, d'être assez libre finalement dans le ton, t'as pas eu envie de créer un blog à la même période? Parce que c'était aussi l'âge d'or des blogs, il a duré quand même longtemps. Et je dis ça parce que moi, j'en ai eu genre 6 différents en même pas 10 ans. Et c'était un petit peu le truc de... comme ça, je le montrerai le jour où je rentrerai dans une rédaction. Voilà, tu vois, tu testais aussi des choses. Et c'était un moyen de t'exprimer. C'est pas quelque chose que t'as été testé? Pareil pour la vidéo, de faire des montages de ton côté? En fait, 1000 fois, évidemment, on m'a dit « Pourquoi tu lances pas ton blog, ton podcast, voilà, pourquoi tu fais pas quelque chose toi-même ?» Et la réponse, elle est vraiment simple, parce que j'ai pas envie de travailler gratuitement. Et en fait, j'ai toujours répondu ça, et je suis assez admirative des personnes comme toi qui ont un podcast et qui gèrent ça, alors qu'au début, en tout cas, ça rapporte pas d'argent.
pour moi, en fait, j'étais assez persuadée que je pouvais trouver des endroits où on me rémunérerait, même peu, mais où on me rémunérerait pour faire mon travail. Donc, j'ai décidé de rien faire en solo, quoi. Tu penses que le fait d'avoir eu ton père auteur rémunéré pour ça, ça a joué aussi ? Alors attention, hein. Non, il roule pas forcément sur Bien l'or. sûr, mais sans ça, en fait, tu vois, je vais parler de mon expérience personnelle sur ce point. Moi, je voulais faire journaliste à la base, plutôt journaliste radio culture, évidemment, ou internet culture. Voilà, c'était un peu les deux prérequis. Et on m'avait dit, attention, c'est un métier de crève la faim. Ça a été le premier truc qu'on m'a dit. Et est-ce que tu veux galérer à payer ton loyer au bout de à 40 ans ? Non. Bon, ne fais pas ce métier. Et on m'a redirigée vers la com, et c'est comme ça que je fais mon métier actuel, en fait. C'est parti de là. Ouais. Mais c'est vrai que parce qu'on n'a pas mis le fait... là, le point que je trouve intéressant dans ce que tu es en train de dire, c'est que, c'est un métier, en fait, donc tout travail mérite salaire. Mais c'est vrai que c'est pas une mécanique qu'on a forcément sur ce genre de métiers qui sont en plus déjà dénigrés de base de par leur rémunération, quoi. Ce qui est clair, enfin, quand j'ai des étudiants ou des étudiantes qui me posent des questions justement sur ce travail, c'est certain que je leur dis assez vite qu'il ne faut pas rêver de gagner des millions en le faisant. Ça ne veut pas dire qu'on gagne forcément mal sa vie, parce que là, par exemple, chez Magic Maman, j'étais en CDI, j'avais un petit salaire, mais j'avais un salaire décent. Et ensuite, à la télévision, j'ai eu des phases où j'avais un bon salaire, franchement, pour mon âge. Avec une sécurité de l'emploi, en plus, quand tu dis CDI, tu vois, typiquement, pour certains, en tout cas, ça reste un modèle important. Oui, Magic Maman, c'est le groupe Marie-Claire, donc j'étais en CDI. Bon, après, à la télé, c'est davantage des CDD, mais quand même, on trouve, quoi. Et on n'est pas forcément mal payé. Mais je me suis jamais dit que j'allais faire ce métier pour gagner beaucoup d'argent. Donc à partir de là, si tu veux, j'avais fait le deuil. J'espère en gagner de plus en plus. Mais en tout cas, le peu que tu fais, il faut que ce soit rémunéré, quoi. Mais c'est voilà, la base. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire, ok, je veux bien partir du principe que je ne serai pas à 5K par mois. En revanche, il ne faut quand même pas se moquer de moi. Et donc, je veux être payée. Et encore une fois, quand tu piges assez souvent, alors là aujourd'hui je sais pas où on en est, mais à mon époque c'était entre 50 et 70 € le feuillet, donc un feuillet c'est 1500 signes, c'est que dalle, faut en faire vraiment beaucoup. Moi pour Magic Maman je faisais parfois 8-10 articles dans le mois et j'avais France 3 en plus à côté, donc voilà, je considérais que je faisais un bon mois mais en travaillant beaucoup. Mais sauf que c'est quand même la moindre des choses de me donner 120 € pour un long article, quoi, pour un reportage, pour des interviews. Donc non, je me suis jamais lancée toute seule. Et donc tu es passée dans plusieurs rédactions diverses et variées, sur plein de médias comme tu le disais. T'as préféré quoi comme type de média d'ailleurs pour t'exprimer en tant que journaliste ? En fait, c'est différent, comme je te le disais. Alors bon, il ne s'agit pas forcément de hiérarchiser, mais... Ce que j'ai préféré comme expérience professionnelle, c'était quand j'étais réalisatrice pour Entrée Libre à la télévision. Parce que là, c'était précisément ce que j'avais envie de faire, en tout cas à cette époque-là. Mais je n'avais pas le sentiment particulier d'être engagée dans mes reportages. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, avec mon féminisme qui est bien plus présent qu'il y a 6 ans, 7 ans, il y a certains reportages. Là, en te parlant, je repense à un sujet que j'ai fait sur Freud. Bon, là, aujourd'hui, je pense que je serais un peu plus trash envers lui, tu vois, dans un reportage comme celui-ci. Et même certains peintres. Je crois pas avoir fait quelque chose sur Picasso, mais bon. Maintenant, j'ai un peu ce réflexe, en fait, d'avoir envie de dire un mot sur le sexisme, assez systématiquement, quoi, d'interroger les grandes figures qu'on place comme des génies, sans réfléchir. Donc voilà, je me suis un peu éloignée. En tout cas, à la télévision, j'ai adoré ça. L'émission s'est arrêtée. Moi, si j'avais pu choisir, j'aurais continué, je pense, quelques années à faire exactement ça. Ouais, ça te plaisait vraiment, quoi. Ouais, ça me plaisait vraiment et je sentais que j'avais encore à explorer dans ce format-là. Mais bon, il se trouve que ça s'est arrêté et que j'ai pas eu d'opportunité similaire. Donc, j'ai arrêté. Ça se passait comment ? T'étais à la réalisation, du coup, de l'émission ? C'était toi qui... écrivait le sujet, le choisissait avec l'invité, comment ça se passait Alors, donc on était toute une rédaction, on avait des conférences de rédaction où on échangeait sur les sujets, sur les reportages qu'on allait y trouver. Ensuite, il y avait des programmatrices, des rédacteurs en chef qui ensuite nous répartissaient les reportages à chaque journaliste. Et donc moi, mon travail, c'était d'aller sur le terrain. Je filmais, parce que donc je sais utiliser une caméra. Ensuite, avec un ou une monteuse, on montait le sujet et c'est moi qui c'est moi qui écrivais la voix off et qui faisait la voix off. Donc en fait, je fabrique de A à Z, mais avec un ou une monteuse
juste pour la partie technique quoi, du montage du reportage. Mais donc, c'était hyper épanouissant, quoi. Ouais, t'as une certaine liberté qui est déjà super. Et je trouve ça intéressant que tu mentionnes aussi tout le travail de rédaction en groupe, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a d'identifier, tu vois, mais qui peut paraître abstrait pour certaines personnes sur comment ça se passe concrètement, de devoir faire un format comme ça aussi récurrent, régulier, comment est-ce que vous trouvez les sujets, qui apporte l'idée, qui lead finalement. Donc toi, ouais, A à Z sur la partie production du reportage. Tout à l'heure, c'est là que je vois que t'es journaliste, tu m'as tendu de ces perches incroyables sur ton féminisme et sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, t'es journaliste indépendante après être passée justement par plein de rédactions. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision ? J'ajoute juste un truc, excuse-moi, c'est pas forcément poli, mais pour qu'on comprenne aussi pourquoi ça m'épanouissait, c'est que là, les reportages duraient 5 minutes. Oui, donc tu étais sur des formats où tu pouvais raconter plus de choses. Ouais, entre guillemets, c'est long pour la télé, 5 minutes. Donc là, je m'épanouissais plus en termes d'écriture et en plus, ma plume était valorisée. Enfin, ça s'y prête pas toujours, mais je faisais des jeux de mots. Il y avait un vrai travail d'écriture et de ton. Donc là, je m'éclatais. C'est un truc qui revient dans ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça. Mais non, mais je comprends, en fait, on t'aime écrire quand t'aimes... écrire au sens que ce soit pour un papier ou pour une retranscription orale, audio, enfin voilà. C'est ce qui est chouette, c'est de jouer avec les mots, la langue, de faire des petites blagues glissées à droite à gauche, de rendre le sujet ludique et intéressant, quoi. Ouais. Donc là, c'était un crève-cœur. Après, ça s'est arrêté. Je suis passée dans une autre rédaction quelques mois où je m'épanouissais pas parce que j'en faisais pas assez, justement. Enfin, pour moi, c'était frustrant par rapport à d'où je venais. Et ensuite, j'ai rencontré Rebecca Amselem, donc la créatrice de Gloria Media, et j'ai pris la rédaction en chef de la newsletter Les Petites Glo, qui était une newsletter féministe pour les 12-25 ans. Et à partir de là, et ensuite, dans mes différentes collabs, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien de travailler pour des médias ouvertement féministes, où en fait la question ne se posait pas. Et voilà, depuis, ça ne m'a pas quittée. Est-ce que par rapport à ton engagement, justement, c'était des choses que tu avais déjà essayé de glisser un petit peu dans les sujets et qu'on t'avait potentiellement retoqué ? Est-ce que tu n'y pensais pas à l'époque ? Alors, on ne me l'avait jamais retoqué, mais c'est vrai qu'à différents moments, on me présentait un peu comme la féministe de service, voilà. Ou alors juste juste parfois si un sujet un peu féministe se présentait, on se disait tiens c'est pour Chloé, tiens ça va plaire à Chloé, mais rien de vraiment négatif. Hein. Mais en fait j'y pensais pas vraiment. En fait l'envie n'était pas là avant que ça se présente. Et une fois que ça s'est présenté, je me suis dit ah mais c'est quand même super chouette quand on peut quand on peut être 100% soi-même dans la façon dont on traite les sujets. Et à partir de là, aujourd'hui, donc j'ai travaillé un peu plus de 2 saisons pour Les Petites Glo. Ensuite, j'ai mis fin à la collaboration. Et puis, ça s'est presque enchaîné aujourd'hui avec Simone Média, avec qui j'ai co-créé La Pause Simone, une newsletter. Dans laquelle le Clo-Clo Club a été chaudement recommandé. Je te remercie. Non, mais ça m'a vraiment énormément touchée. Quand j'ai vu ça, c'était la grosse surprise. Et j'étais, ah mon Dieu, je suis dans La Pause Simone. C'était assez chouette. Merci encore, franchement. De rien, c'est amplement mérité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la 4e année donc que je travaille pour une newsletter dans des médias féministes. Et parfois, je me dis, est-ce que je serais capable de retourner dans une rédaction plus traditionnelle et sûrement de mettre un peu en sourdine mes engagements ? Oui, j'en serais capable. La vraie question, c'est est-ce que j'en ai envie ? Bon, ça, pour l'instant, non. À partir du moment où je pense que tu as intégré tes valeurs profondes dans ce que tu fais au quotidien, c'est très difficile de retourner en arrière, quoi. Ouais. C'est vrai que, donc, du coup, tu mentionnes la Pause Simone, le féminisme. C'était des sujets que tu avais abordés dans ta vie quotidienne avant, en amont, qui étaient déjà là en fond, en réflexion. Alors déjà, s'il faut le préciser, clairement, je ne suis pas née féministe. Je pense que quand j'étais ado, j'étais une catastrophe de sexisme intégré. Est-ce que tu étais la pick-me de « je suis pas comme les autres filles » ? Non. Ça va. Alors sincèrement, je me suis déjà posé la question. Je crois pas avoir vraiment prononcé cette phrase un jour dans ma vie. Alors ce qui est sûr, en revanche, ce que je disais, c'est non, les filles me saulent, je préfère la compagnie des garçons. En plus, j'ai eu une adolescence de skateuse / gothique. Incroyable. donc c'est vrai que je jouais un peu ce côté-là, quoi. Les filles sont gnangnang, les filles sont des rivales. Donc bon, c'était archi sexiste. Mais je crois pas avoir été trop pick-me. Mais même ensuite, en tant que jeune adulte, pendant longtemps, ce que j'ai déjà dit, c'est non, je suis pas féministe. Mais j'étais pas anti-féministe, mais pour moi,
en tout cas au début de ma vingtaine, être féministe, c'était vraiment être très militante. Ouais, c'était connoté, quoi. Ouais. Passage à l'action, faire des choses, revendiquer ton engagement. Et j'avais jamais été comme ça. J'ai pas été une ado qui allait en manif, qui faisait les blocus, pas du tout. J'étais celle au contraire qui disait « Oh cool, demain ils bloquent le lycée, du coup j'y vais pas. » Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est venu tout naturellement. C'était déjà là. Je sentais que ça grouillait. Mais quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour des médias féministes et de vraiment traiter des sujets directement, quoi, de sexisme, de grossophobie, de parler des violences sexuelles, tout un tas de sujets, je me suis dit ah ouais, en fait je suis féministe. Je suis vraiment féministe. Puis en plus tu parles de féminisme aussi au travers de prismes que je trouve hyper intéressants. Donc les relations, la sexualité, qui sont des sujets que tu as abordés aussi beaucoup dans tout ce que tu as fait de manière générale. Et puis la culture, forcément, où là, en termes de modèles, de comportement, d'artistes, on a tellement de choses à dire sur le sujet que c'est trop cool de voir des personnes comme toi qui s'en emparent et qui en parlent de façon intelligente. T'en as même fait en parallèle un livre, là je pense, c'était, alors je vais pas écorcher le titre, Toutes pour la musique, sur les femmes dans la musique en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à renouer finalement avec cette passion-là qui était la musique et à parler du coup des femmes au travers de ça? Parce que tu aurais très bien pu faire un livre juste sur la musique et continuer à parler de féminisme en parallèle dans les médias. Je prends une seconde pour réfléchir. En fait, ce qui est très important pour moi, et ça je le dis assez souvent, j'autorise évidemment les gens à me présenter comme Chloé Thibault, une journaliste féministe. Mais féministe, c'est pas mon taf. Et ça, non, mais je trouve que c'est important de le préciser. Mais clairement. Parce qu'en fait, être féministe, c'est pas un métier. Ça fait partie du champ de mes valeurs. Et je défends plein d'autres valeurs qu'on précise pas forcément. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on comprenne bien qu'être féministe, c'est pas un métier. Je ne suis pas journaliste féministe. Féministe, c'est pas ma spécialisation. Voilà, c'est pas une catégorie, mais pour beaucoup de gens, ça semble l'être. J'ai encore vraiment pas plus tard que cet après-midi, c'est pas pour le folklore du récit que je le dis, une jeune fille qui m'a écrit pour me dire j'aimerais être journaliste dans le féminisme. Elle l'a formulé comme ça. Et j'ai pas encore pris le temps de bien lui répondre. Mais moi, si je dois me présenter, je suis journaliste culture et société. Ouais. Pour moi, ce sont ça mes deux domaines de spécialisation. Et ensuite, mon féminisme irradie. Transpire dans ton travail, oui. Les valeurs sont là. Donc, pour te répondre, en fait, je ne conçois plus aujourd'hui d'écrire un livre qui ne soit pas empreint de mes valeurs féministes parce que c'est pas possible, je ne peux pas le mettre de côté. Je n'arrive plus à regarder la vie sans mes lunettes anti-sexisme. De toute façon, une fois que tu les mets, c'est difficile encore une fois de les enlever. Et je te pose cette question volontairement justement parce que effectivement, le fait que le féminisme en tant que mouvement soit abordé encore à l'heure actuelle par des médias dédiés en fait, souvent portés par des assos ou par des militantes qui sont identifiées, des autrices identifiées, on fait un peu le raccourci de se dire du coup on peut pas en parler ailleurs. Et si tu es féministe et que tu veux t'exprimer sur le sujet, tu ne peux le faire que dans des médias dédiés parce que les médias traditionnels ne te le permettent pas. Ce qui n'est pas vrai. En réalité, c'est plus compliqué, mais tu as toujours moyen de parler de femmes, en fait, ou de parler d'inégalité d'une façon ou d'une autre, peu importe le sujet que tu traites, parce que ça, c'est encore une fois présent partout. Et ma question sur Toutes pour la musique, c'était plus effectivement le titre, le Toutes pour la musique. Tu as choisi cet angle-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce travail-là de livre en l'occurrence? En fait, c'est énorme et je suis obligée de commencer ma réponse par là, qui est que mon tout premier livre, moi, il était sur Serge Gainsbourg. Je sais. J'attendais que tu le dises. Ok. Le grand écart, moi, me fait rire, mais en même temps, je comprends. Enfin... tant mieux si ça te fait rire. Parce qu'il y en a que ça fait pas rire. Mon premier livre, c'est un essai qui en fait est tiré de mon travail de mémoire quand j'étais étudiante en 2013-2014. J'ai écrit mon mémoire de fin de master de littérature française sur l'influence de la littérature sur la vie et l'œuvre de Serge Gainsbourg. Donc c'est un essai pro-Gainsbourg parce que ma thèse, c'était de dire que Gainsbourg est un poète comme les autres et s'inscrit dans l'héritage des grands poètes du 19e, donc Rimbaud, Baudelaire. Qui n'avaient pas tous des comportements non plus adorables, donc finalement, bon... Rimbaud, je pense qu'on peut le sauver un peu, mais il est queer. Et puis par la suite, bon, une fois qu'il a arrêté d'écrire... Oui. Bon, voilà. Oui, ok. Non, mais, ok.
Bon, je sais pas pourquoi à chaque fois je défends un peu Rimbaud. Mais non, mais en fait, Je pense que c'est pas un hétéro-cis comme les autres ça, relous. Et puis des poètes comme ça du 19e, typiquement, en fait, c'est des mecs morts. Il y a aussi cette réalité-là de comment est-ce qu'on traite les artistes et les productions artistiques et condamner des gens vivants qui en profitent, qui outrepassent totalement les règles publiquement et qui sont sexistes comme pas permis. C'est une chose. Condamner des gens qui sont morts, qui étaient empreints de valeurs de leur époque, c'est très compliqué. Et en fait, est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaut le coup d'avoir un regard critique sur ça. Ça ne veut pas dire que on peut les juger alors qu'ils n'avaient pas ni les clés ni le discours pour potentiellement faire autre chose. Il y a aussi ça qui rentre en jeu. Alors, les clés et l'instruction pour... Si, enfin quand même, ils pouvaient faire marcher leur tête. Ça, oui, mais tu vois... Baudelaire, c'est vraiment un misogyne fini. Oui, alors on a mal choisi les exemples. Ce sont les... Non, mais oui, clairement, c'est ça qui a inspiré Gainsbourg. Ce sont tous les modèles de Gainsbourg, et en fait, qui étaient les miens, parce que moi, j'étais spécialiste du 19e, et pareil, j'ai voué un culte à tout cela. Mais on a, je pense, toutes les personnes qui ont fait des études littéraires, je parle au nom de tout le monde, j'ai décidé... Oui. Toutes les Chloé de France. Toutes les Chloé de France, on a adoré les livres de la vague des romantiques du 19e. Enfin, évidemment. Et encore aujourd'hui, moi, ça fait partie d'auteurs que j'adore, pour certains. Mais quand tu creuses un peu, tu fais « Ah !» c'est un petit peu gênant la façon dont ils traitent effectivement les personnages féminins et les femmes de leur vie. Mais c'est vrai que ce que je veux dire par là, c'est aussi juste que... Ouais, on remet dans un contexte, en fait. Après, avec ce contexte, tu critiques ou pas, mais il faut avoir en tête que ne pas avoir les clés, c'était qu'il n'y avait pas une Gloria Steinem pour arriver derrière et dire « Non, il ne faut pas dire ça !» Et c'est même pas « Non, il ne faut pas dire ça !» C'est plus regarde, mets tes petites lunettes, tu vas voir, le monde, il peut être différent. Écoute, je suis complètement d'accord avec toi, donc je vais avancer dans ma réponse. En tout cas, j'étais forcée, parce qu'en fait, j'en ai pas du tout honte, c'est pas du tout tabou pour moi de parler de ça. Au contraire, je trouve que mon parcours là-dessus est super intéressant, parce qu'en fait, on voit comment on peut passer d'un premier bouquin pro-Gainsbourg à Toutes pour la musique. Et en fait, c'est juste suivre la réflexion, l'évolution d'une jeune femme qui vit avec son temps, qui se pose des questions, qui prend du recul, qui peut revenir aussi sur des choses qu'elle a aimées et défendues. Et pour moi, c'est intéressant et c'est très, très important qu'on mette de la nuance dans nos pensées. Donc en tout cas, écoute, ce livre, ça m'a permis justement de combattre mon syndrome de l'imposteur, parce que j'ai mis un premier pied en fait dans le monde de l'édition. Il a eu beaucoup de succès médiatique. En librairie, ce n'est pas un best-seller, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de médias et ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi. Sauf qu'ensuite, je me suis dit, ok, je rêvais de sortir un bouquin à 30 ans. Enfin, je m'étais dit à 30 ans. Toi aussi, la deadline. Ouais. Bah oui, normal. Attends, moi, là, il me reste quelques mois. Je suis Allez, Chloé. Donc, c'est arrivé grâce à celui-ci et j'en suis fière de ce livre. Mais ensuite, il était clair que si je devais en réécrire un, ce serait quelque chose de beaucoup plus féministe. Et mon deuxième bouquin, ça s'appelle et si on parlait vraiment de sexe. Donc là, c'est des éditrices qui me l'ont proposé. Ok. Qui m'ont proposé qu'on travaille ensemble sur la question de la sexualité. Parce que tu parlais déjà de ces sujets-là aussi dans tes productions journalistiques. Ouais, mais en fait, j'étais pigiste sexo pour Doctissimo. Ouais, ok. Et ça m'éclatait. Mais en fait, ça, pareil, si tu veux, on me l'a... Enfin, j'avais signé 1 ou 2 chroniques sexo pour Vice, donc avec beaucoup de ton et d'humour. Et la Red Chef sexo de Doctissimo les avait repérés et voulait justement quelqu'un avec une plume pour pas faire simplement des articles... tout simple sur Doctissimo, qui est quand même qui était un média santé un peu tradi, où on n'y va pas forcément pour se marrer, quoi. Non, tu vas généralement pour savoir si tu as un cancer ou si pas. Tu vas mourir. donc en fait, grâce à ça, j'ai mis un pied dans le sexo, alors que je pensais pas du tout faire ça quand je suis entrée en école de journalisme. Et grâce à ça, en fait, pour moi, toutes les graines qu'on sème peuvent fleurir, même 10 ans après, et te mettre sur de très belles choses. Donc, il y a eu ce deuxième bouquin, sauf que c'était une commande. Et donc, le troisième, j'avais vraiment envie que ce soit mon bébé. Et en fait, Toutes pour la musique, quand Entrée libre s'est arrêtée, en 2019, j'ai développé cette idée-là pour en faire un documentaire pour la télévision. Okay. Et finalement, ça ne s'est pas fait, mais c'était dans mes tiroirs. Puis, j'ai rencontré une agente éditoriale qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as dans tes tiroirs ?» Et j'ai dit « Ce projet, Toutes pour la musique. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout à fait en faire un bouquin. Et donc là, j'ai pris un pied monstrueux parce que enfin, c'était la réunion de tous mes centres d'intérêt.
Donc à savoir la musique, le féminisme, les femmes, la culture en général. La culture et avec du ton. Et, enfin voilà, donc je me suis absolument éclatée à le faire et je suis contente parce qu'il me permet encore aujourd'hui, tu vois, 2 ans après sa sortie, de vivre plein de choses et de rencontrer des personnes comme toi aussi. Merci. Tu as mentionné le fait que tu avais travaillé avec 2 éditrices, une agente. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de femmes autour de toi. C'est le cas ? Au début, il y avait beaucoup d'hommes. Ouais. Mon premier bouquin sur Serge Gainsbourg, c'était un homme, mon éditeur. Ensuite, depuis, je ne travaille qu'avec des femmes. Attention, évidemment, je ne suis pas là pour nommer ou quoi. Toutes n'ont pas été exemplaires. Être une femme ne veut pas dire qu'on est féministe, ne veut pas dire qu'on n'a pas des comportements malsains. Même quand on se revendique féministe. Ouais, voilà. On va la faire très courte sur ce point. Cela étant dit, à l'heure qu'il est, je m'imagine pas travailler... En tout cas, je trouve ça hyper confortable de travailler avec des éditrices féministes parce qu'en fait, les bases sont là et j'ai pas à convaincre, quoi. Donc, c'est beaucoup trop agréable. Ça fait gagner du temps. Donc, pour l'instant, la question se pose pas. Et là, sur mon livre à venir, c'est une femme. Voilà. Je pose cette question parce que, forcément, dans la culture et dans l'édition, les femmes sont assez présentes aussi, de manière générale, dans les différents métiers. Mais aussi, tu parlais du fait que tu avais écrit un livre sur la sexualité. J'ai l'impression que les sujets sexos, de manière générale, c'est souvent à des femmes qu'on les attribue, qu'on leur donne quand c'est des rubriques, tu vois, dans des médias ou autres. Tu as croisé, toi, des mecs aussi qui s'emparaient un peu de ces sujets-là. Je dis sexo là, en l'occurrence, mais parce que musique, évidemment, il y en a beaucoup plus. J'ai quelques copains. Je recommence à nouer des amitiés masculines. J'ai l'impression depuis 2 ans. Depuis 2-3 ans, j'ai eu une petite phase où vraiment j'avais plus d'amis hommes. Pas parce que je le voulais pas, mais parce que j'en avais plus. Et là, j'en ai quelques-uns qui sont pas des hommes cis hétéros comme les autres. Voilà, c'est quelques exceptions. Non, mais tu vois, qui peuvent être hétéros, mais qui sont pas comme les autres, quoi. Qui sont quelques exceptions. Qui encore une fois ont mis des petites lunettes et voient le monde autrement, quoi. Donc ça existe, j'en ai croisé, mais sinon évidemment des hommes queer. Qui traitent plus de sexo. C'est vrai que là, j'ai pas un exemple d'un homme typiquement hétéro qui bosse sur ces sujets. Mais enfin, remarque, non, je pense au compte Tubande sur Insta. Bon, je le connais pas personnellement. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais c'est qu'en fait, il y avait un taf tellement énorme à faire, en tout cas clairement. Concernant le désir et le plaisir féminin, que je pense qu'on l'a fait nous-mêmes, ce travail-là, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Donc, oui, et puis pour expliquer comment ça marche, c'est bien. Pour le coup, il faut être concerné, c'est mieux. Je trouve que là, on est... Mais il y a quand même des choses qui sortent là pour les garçons, à destination des jeunes et des garçons. Là, il y a une évolution de la vague. En l'occurrence, il y a eu une première vague vraiment de ras-le-bol, d'appropriation... des sujets de colère aussi généralisés. Il y a eu MeToo qui s'est accompagné de tout ça. On a re-questionné beaucoup de choses. Il y a eu de nouvelles injonctions qui sont apparues. Et maintenant, on commence à dire aux mecs, allez-y, emparez-vous aussi du sujet parce que ça vous concerne directement et qu'il est temps que peut-être ça change des 2 côtés parce que changer de nous, on est au courant et on est plus que motivés. On aimerait bien que de l'autre côté, ça se passe aussi, quoi. Ouais, exactement. Enfin, là, il n'y a pas longtemps, alors je sais plus, mais je disais, mais où sont les hommes alliés, en tout cas dans le journalisme et parmi ces bouquins-là, il y en a quand même de plus en plus, mais pas suffisamment. Et je pense que c'est hyper important. Par exemple, mon bouquin et si on parlait vraiment de sexe, ne s'adresse pas du tout qu'aux jeunes filles. Il est vraiment mixte et il s'adresse à tout le monde, vraiment à tout le monde. Mais je pense que ce serait cool qu'il y ait plus de livres comme ça comparables, peut-être, spécifiquement pour les jeunes garçons. Et en termes de comportement, dans ton expérience de journaliste, tu as assisté à des comportements sexistes ou des discriminations ouvertement à cause du genre de la personne ? Là, j'en suis un peu protégée depuis quelques années. Alors, déjà pour une raison hyper pragmatique, mais je travaille énormément de chez moi. Donc, franchement, ma vie professionnelle est comparable à celle d'un ours dans sa grotte. Donc, je suis moins confrontée à ça. Ouais. Mais moi, si je repense à mes débuts chez France 3, la situation typique que j'ai vécue vraiment plusieurs fois, c'est que là, à ce moment-là, j'avais 24 ans. Pour peu que je me maquille pas trop, que je sois en basket avec ma doudoune et mon sac à dos, pour des raisons de confort, quand tu es en reportage, je faisais plus jeune. Enfin, je faisais mon âge, voire plus jeune, voire un peu étudiante. Et l'homme qui m'accompagnait, le caméraman, souvent, avait 50, 60 piges. Ouais.
Et sur plusieurs situations de tournage, je me rappelle une fois d'un élu local, alors que c'était moi, la rédactrice, donc c'est moi en fait qui pilote le sujet, qui pose les questions, qui prépare l'interview, c'est à moi qu'il doit s'adresser. Évidemment, il s'adresse systématiquement à mon collègue à la caméra. Et même si le collègue dit non, c'est avec ma collègue, la personne en face, elle en démord pas, quoi, et elle veut pas te prendre au sérieux. Donc c'est à la fois du sexisme et de l'agisme. Ça, je l'ai eu souvent. Et sinon, tu sais, des choses comme la petite collègue, la petite journaliste, voyez avec la petite journaliste. Et puis évidemment, des remarques sur mon physique, mais des remarques gentilles. Des personnes qui vont commenter, quoi. Je suis bien mignonne, je suis bien jolie, elle est mimi. Et à l'inverse, t'as l'air fatiguée aujourd'hui parce que t'as pas fait d'efforts. Bon, ça, je l'ai pas trop eu parce que quand même, quand t'es dans le news, tu mets les mains dans le cambouis, on n'attend pas forcément de toi que tu sois un top modèle. Non, mais vraiment... même quand tu fais des duplex, tu vois, on peut entendre que tu sois pas parfaitement brochée et maquillée parce que si tu fais du fait divers, c'est pas le lieu. Moi, j'en ai jamais atrocement souffert, mais c'est en grandissant en vieillissant plutôt, que je me suis dit ah ouais, purée quand même. C'est incroyable, quoi, c'est systématique. Ouais, et puis après, par la suite, tu as aussi fait des chroniques, des interventions quand même face cam sur Internet, en plus. En termes d'accueil et autres, tu as observé des choses où c'était pas du tout un sujet et ça s'est bien passé Franchement, à l'heure qu'il est, bon, je touche du bois, j'ai jamais vécu un énorme cyberharcèlement lié à mon genre. Okay. J'ai été emmerdée parfois après des prises de parole, mais j'ai pas l'impression que c'était parce que j'étais une femme. C'est plutôt ce que je disais qui dérangeait. Mais bon, je le disais en tant que femme, mais en tout cas, on m'attaquait pas. Sur ton genre en tant que tel, mais on t'a déjà appris la vie sur des musiciens dont t'as pu parler, des artistes dont t'as pu parler, non, je suppose. Ah oui, oui, en fait, tu vois, il faut vraiment que tu me relances pour que ça me revienne. Par exemple, un souvenir que j'ai de l'an dernier sur un salon du livre où j'avais mon livre sur Gainsbourg et à côté de moi, il y avait d'autres auteurs. Il y a un mec qui regarde mon livre et en fait, il parlait de mon propre livre aux hommes autour de moi, aux auteurs autour de moi, masculins. Et en fait, mon collègue de gauche disait non, mais c'est Mademoiselle l'auteur. Et il voulait pas en démordre, le gars. Il parlait de Gainsbourg avec mon collègue qui avait pas du tout écrit de bouquin sur Gainsbourg. Évidemment, le mansplaining, c'est tout le temps. Oui, ça... mais bon, alors moi, j'en fais plus cas, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui me passe au-dessus. Et après, ce que j'ai de temps en temps et qui me fait rire, c'est quand je suis super contente d'une prise de parole, tu vois, engagée, et que dans les commentaires, c'est j'adore sa chemise, elle vient d'où ? Mais bon, ça, c'est pas méchant. Et puis en plus, souvent, ce sont des autres filles qui le disent. Mais c'est même un peu drôle, du coup. Oui, c'est drôle. C'est pas le sujet, mais voilà. Oui. Ou alors, j'ai en message privé, il vient d'où ton body ? Et tu te dis, mais attends, je parle de sexisme et tout, c'est important. Mais bon, je sais pas méchant. C'est intéressant de voir un peu comment toi tu gères les retours et effectivement le fait que ça te passe totalement au-dessus, ça fait plaisir aussi à entendre de la part de quelqu'un qui a un travail quand même engagé. Totalement, je sais pas. Je pense par exemple à l'an dernier, j'étais présente sur le plateau de BFM pour commenter les obsèques de Jane Birkin et j'étais la seule femme parmi les invités et j'étais la plus jeune. Et moi, j'aime énormément Jane. Et puis bon, je m'y connais beaucoup sur Serge Gainsbourg. Et en fait, je me disais, il faut que je porte une parole féministe parce que je vais être la seule à la porter, cette parole, aujourd'hui. C'était sûr. Et malgré tout, je voulais, par exemple, faire entendre que c'était une artiste à part entière, que c'était pas une muse, qu'il fallait pas qu'on la rapporte constamment à son physique dans la façon dont on la présentait. Son physique jeune, qui plus est. Son physique jeune. Aussi évoquer le fait que tout aussi glamour soit-il, son couple avec Gainsbourg était violent. Donc tout ça, je l'ai fait. J'étais assez contente de ce que j'ai réussi à dire sous le coup de l'émotion parce qu'encore une fois, j'étais très émue. Mais par contre, ce jour-là, pour le coup, j'ai jamais eu autant de haine sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on me voyait même pas à l'écran, on entendait juste ma voix. Mais bon, ça n'a pas empêché les gens de m'en mettre plein la figure. Et là, ce qui était très drôle, parce que là, vraiment, c'est drôle, c'est que beaucoup de gens m'ont dit ouais, la féministe anti-Gainsbourg qui est là pour salir le clan Gainsbourg et tout. Et je me disais, mais les gars, si vous tapez mon nom, vous allez voir que j'ai écrit un livre sur Gainsbourg. Que tu le connais très bien, ouais. Ben oui. Et c'est ça qui est amusant, c'est que très souvent sur Instagram, évidemment, les gens te jugent sans te connaître, sans connaître ton travail, commentent un post sans avoir lu ton article qui fait 10 000 signes. Donc moi, la façon dont je lutte contre
la déprime. Quand je publie des choses pour me prémunir de tout ça, c'est attends, j'ai bossé, je suis sûre de ce que je dis, je suis droite dans mes bottes, donc en fait, je suis inattaquable. Oui, t'as moins de syndrome de l'imposteur qu'à une époque. Sincèrement, je l'ai plus, le syndrome de l'imposteur. J'en parle assez, de façon assumée. Je m'en suis débarrassée. Bah non, mais attends. Je le dis de façon hyper solennelle. Mais il faut. Enfin, je trouve qu'on manque un peu de représentation de personnes de femmes qui disent j'ai de l'assurance et en fait je suis experte dans mon domaine, donc ce que je te dis c'est pas n'importe quoi. Et si jamais je fais une erreur, je suis capable de me remettre en question et je suis capable d'avoir un parcours où je passe d'un livre sur Gainsbourg à aujourd'hui parler des femmes dans la musique et leur donner de la place et de la visibilité, quoi. En fait, j'ai croisé trop de gens, j'évite de dire médiocre parce que c'est quand même hyper jugeant, mais trop de gens, en tout cas, pas aussi bosseurs que moi, qui en revanche avaient beaucoup plus confiance que moi. Et je me dis, non, c'est pas normal. Parce qu'en vrai, sans prétendre être experte sur tous ces sujets-là, parce que j'ai plein de lacunes, il y a plein de choses que je connais pas. Mais on te demande pas d'être une encyclopédie, en fait. Oui. Il y a ça sûr. Aussi, tu vois, oui. c'est trop bien d'aller chercher la petite bête en mode « Ah ouais, mais ça, c'est pas... » Tu fais « Oui, mais en fait, tout le monde s'amuse pas à faire une thèse sur tous les sujets de la Terre, c'est pas le but. » Tu as raison. Je bosse comme une dingue, donc en fait, ça, on peut pas me l'enlever. Et j'ai toujours été comme ça, parce que dans les études que j'ai faites, qui étaient des études assez exigeantes, en fait, je trouve que c'est ça qui t'empouvoir. C'est de savoir que de toute façon, tu as fait ton maximum. Donc à partir de là, il y a vraiment un moment où tu te regardes dans le miroir et tu te dis Chloé, là, ça suffit en fait de douter de soi. Je prends toujours la métaphore complètement boumeuse de qui veut gagner des millions. Il y a des paliers. Alors je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'est 1 500 € le premier palier. Enfin, en tout cas, le premier palier, tu vois l'image. Le premier palier, je pense qu'il y a 2 ans, après la sortie de En relisant Gainsbourg, après toute la promo, ce palier-là, jamais je redescendais en dessous. En fait, il y a quand même un minimum de confiance où c'est hors de question. Tu vois, par exemple, d'en venir à te dire non, mais de toute façon, je suis une merde, je connais rien, j'y arriverai pas. Déjà, ça apporte quoi ? Rien, tu vois, déjà en plus, rien que ça. C'est vicieux en termes de visualisation créatrice de se dire des choses comme ça. Donc ça, ce palier, il était acquis. Et là, j'ai l'impression que le deuxième palier, à 48 000, il est presque acquis. Parce que je me le suis trop prouvé, en fait, à chaque nouvelle mission, que j'y arrivais, que je la réalisais. Je pense que, par contre, le million, tu l'acquiers jamais. Tu l'acquiers jamais. Ou alors, tu deviens hyper prétentieux. Et ça m'intéresse pas du tout. Et je pense que le doute est très, très important dans ce qu'on fait. Du coup, maintenant, tu es indépendante, tu bosses comme un ours, tu comptes pas tes heures. Comment ça se passe un petit peu la vie de journaliste indépendante, tu vois, en termes de trouver des missions, comment tu travailles, comment tu t'organises ? Là, depuis 2 ans, je travaille quasi exclusivement pour Simone Média, donc à la pige, où je produis cette newsletter, mais donc il n'y a pas vraiment de suspense parce que c'est une newsletter hebdomadaire, donc je sais que chaque mois, je vais avoir 4 ou 5 newsletters, plus un épisode du podcast que je fais pour Simone. Donc je suis journaliste indépendante, mais c'est du salariat. J'ai des fiches de paye de salariés à la pige. T'as des missions, pour Simone quoi. Média. Ouais. Et là, donc depuis 2 ans, par-ci par-là, j'ai fait quelques autres chroniques qui étaient rémunérées, quelques vidéos qui étaient rémunérées, donc qui fonctionnent sur le même modèle. Et à côté de ça, je suis autrice. Et là, maintenant, c'est 50-50, voire 60-40 autrices, journalistes. Mais sauf que dans mon travail d'autrice, pour moi, je suis journaliste, en fait. Je suis journaliste. Sauf que parfois, j'écris des livres et parfois, j'écris un article. J'allais te poser la question de la différence en termes de rapport à l'écriture entre les deux. En fait, ça dépend du livre, mais sur 5 livres, là, le prochain sort le 24 avril. C'est le moment de faire ta promo, n'hésite pas. Non, sur 5 livres, il y en a 4 qui, pour moi, sont des livres de journalistes. Enfin, en tout cas, de chercheuses / journalistes, essayistes. C'est la pêche au canard, donc, que tu mets à part. Ouais, pêche au canard. Pêche au canard, pardon. Comme le verbe pécho. Non, t'inquiète, ça veut dire que t'as bien saisi le super jeu de mots de mon titre. Oui, pêche au canard, ce sont des chapitres chroniques avec une galerie de canards, donc des portraits d'hommes qui ont croisé ma route. C'est de l'autofiction. Donc là, c'est quand même moins journalistique, mais mon réflexe de journaliste était quand même présent parce que j'ai fait intervenir ma vraie psy, pour commenter certaines des histoires. Parce que justement, je voulais que ce soit utile aux lecteurs et aux lectrices, que ce soit pas seulement ma petite life. Et ça, pour moi, c'était un réflexe de journaliste, de se dire non, il faut qu'il y ait un complément d'experte et tout. Mais il est quand même différent, ce livre. Mais là, si on pense pour ça, à mon nouveau, qui est un essai... C'est sur quoi ?
Si tu peux le dire. Bien sûr, il sort bientôt. Donc je peux c'est en pour parler. ça, profite. Ce livre s'appelle « Désirer la violence » et le sous-titre est « Ce que la pop culture nous apprend à aimer ». Donc ce, CE et entre parenthèses UX, ce et ce que la pop culture nous apprend à aimer. Et en gros, c'est sur l'influence de la fiction sur nous, sur notre construction en tant que personne en couple, personne qui relationne, et comment finalement on nous apprend à désirer des violences sexistes, des violences sexuelles, psychologiques, physiques, à travers les fictions qui ont bercé notre enfance, notre adolescence et encore notre âge adulte. Et donc c'est une enquête, en fait, je pars de moi, hein, c'est vraiment ça, donc j'en parlais dans Pécho Canard, mais j'ai vécu une relation de violence au sein du couple, et même plein d'autres, hein, qui sont pas allés aussi loin, mais qui étaient malsaines, littéralement. Et donc là, c'est comment moi, Chloé, je me suis construite en désirant tout ça. Et donc dans ce livre-là, j'ai aussi interviewé une vingtaine d'experts, donc expertes principalement, historiennes, linguistes, psy, des scénaristes, réalisateurs, pour essayer de comprendre. Cette banalisation de la violence. Ouais, c'est ça. Mais c'est banalisation, érotisation... Dire non, c'est sexy. Ouais, mais c'est exhaustif quand même comme travail. Je pense que ça te plaira. Hâte de le lire, franchement. Donc ça sort bientôt. Mais dans la façon dont j'ai travaillé, de toute façon, l'idée est née d'une de mes newsletters qui était sur la gifle au cinéma. Okay. Les gifles de femmes données à des hommes. Comment ça, c'était complètement rendu comique ou érotisé. Oui, c'est un goujat et puis 2 minutes après, elle l'embrasse, quoi. Tiens, prends ça. Et en fait, elle l'aime, quoi. Et de là, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme matériau pour en faire un bouquin. Donc en fait, j'ai procédé comme pour un article, sauf que là, maintenant, ça fait 224 pages. Passionnant. Trop intéressant. J'ai hâte qu'il sorte. Tu m'étonnes. J'ai pas envie de rebondir après ça. Je trouve que c'est bien pour terminer le podcast. J'ai une toute dernière question pour toi. J'aime bien... Avant, je demandais un conseil. Genre, ça serait quoi ton conseil pour se lancer dans le journalisme ? Qui est une bonne question, en vrai. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Tu parlais tout à l'heure de ton, d'humour. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur dans le podcast. Si demain, tu lances ton média, il s'appellerait comment ? Et ça parlerait de quoi ? Oh mon Dieu. Ah, c'est super dur. Ah bah oui, mais t'as un temps de réflexion. La magie du montage. Non, mais c'est hyper dur parce que, en fait, ce que je fais actuellement avec la pause Simone, c'est ce que j'ai envie de faire à l'instant c'est ta réponse. Donc en fait, je fantasme pas autre chose. Enfin, si je suis complètement mégalo, la pause Chloé, tu vois. Écoute, la pause Chloé qui parlerait de culture. Qui ferait exactement la même chose, mais où je prendrais tout l'argent, pour résumer. Non, mais en plus, la question, évidemment, s'est posée parce que quand j'ai quitté Gloria Media... T'as hésité à te lancer Non, j'ai pas hésité parce que je veux gagner de l'argent. Mais on m'a dit au bout d'un moment, mais tu peux gagner de l'argent quand même, t'as une communauté qui te suit. Mais moi, ça me plaît. Je leur ai dit d'ailleurs aux filles de Simone Média, moi, ça me plaît de travailler avec elles parce que j'aime ce média. Et honnêtement, il y a tout un aspect administratif et pratique que j'ai pas à gérer parce que le média existe et voilà, je collabore avec elles. Et ça me va très bien comme ça parce que j'ai pas tout aussi ambitieuse sois-je. Il faut que je fasse attention avec cette formulation, parfois je m'y perds. Eh bien, j'ai pas l'âme d'une auto-entrepreneuse. C'est très différent, tu vois. Il y a quand même tout un truc de réfléchir que tu fais toi très bien, hein, au graphisme, à la DA et tout. Si tu savais, moi, j'ai participé à une époque, à une soirée, justement dans un incubateur. Il y avait tout un speech sur comment se lancer, etc. Et moi, j'écoutais d'une oreille et j'étais, je me vois pas dans cette vision, mais parce que moi, mon rapport à l'argent, il est encore différent. Comme tu peux le voir, je fais des choses gratuitement et ça me va très bien et je suis trop contente, un peu trop d'ailleurs. Et j'ai du mal à réclamer un salaire, en fait. Je commence à le faire plus ces dernières années. Et à la toute fin de cette intervention, on a pu échanger un petit peu avec, en l'occurrence, les personnes qui étaient à la tête de l'incubateur, d'autres intervenants, intervenantes. Et il y a eu cette petite phrase magique de... Ah non, mais il y a les profils entrepreneurs et puis il y a les profils artistes. Bon, toi, tu serais plutôt artiste. Et j'étais, c'est marrant, on nous oppose les deux. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas mettre une étiquette. Et j'étais, en fait, aujourd'hui, les artistes, c'est horrible, mais on leur demande de se vendre un maximum s'ils veulent pouvoir en vivre. Et en fait, c'est trop bien de pouvoir le déléguer dans un temps d'eux à des gens. Mais si tu n'as pas une structure ou autre, c'est à toi de le gérer. Donc, c'est à toi d'avoir une petite casquette d'entrepreneur aussi en parallèle, quoi. Et c'est pas forcément le plus cool à faire. Non. Mais c'est indispensable pendant un temps, en tout cas, je pense, pour mener à bien ton projet.
Ah bien sûr, mais moi je renie pas ça du tout, j'en ai parfaitement conscience. Je trouve ça très très dur de devoir être à ce point multicasquette. Mais donc moi j'en fais déjà beaucoup dans mon travail de journaliste et d'autrice. Donc si je peux m'enlever quelques tâches qui ne m'intéressent pas, en collaborant avec des médias, en travaillant pour des médias, pour l'instant, moi, je vais continuer comme ça. Parce que j'ai pas volonté à être une marque à moi-même. Donc, ça me va de me mettre au service de certains médias. Mais si on peut conclure sur quand même un petit qu'est-ce que tu conseilles, voilà. Moi, j'ai vraiment pris conscience au fil des années du fait que l'argent, en tout cas demander de l'argent, c'est très, très lié à notre confiance en nous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce discours-là. C'est que en fait mon travail vaut vraiment quelque chose, j'ai de la valeur, donc je mérite de l'argent pour tout ce travail. Et je constate que les femmes ont vraiment beaucoup de mal à réclamer l'argent. Ouais, on ne nous l'apprend pas du tout. Donc voilà, donc c'est le conseil que j'ai à donner à tes auditrices, c'est osez, prenez l'argent. Et si besoin, demandez même un max d'argent, n'hésitez pas. Demandez un max d'argent et lisez le livre Autune citoyenne. Oui. Qui a changé quand même assez ma vie. Je les avais interviewées dans La Pause Simone, les autrices. Donc voilà, c'est mon petit conseil de fin. Il est dans ma pile à lire depuis si longtemps. Ta parle. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Chloé. Pardon, je m'amuse. Mais tu sais que tout à l'heure, quand tu as dit, je me regarde dans le miroir, je me dis Chloé, et je te regardais, j'étais oui, tu es en train de me parler, je prends le message. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore merci à Chloé pour sa confiance. C'était vraiment un échange très inspirant pour moi qui a semé plein de petites graines qui sont encore en train de pousser. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, ou que ça le sera en tout cas. Si jamais ça vous a plu, abonnez-vous au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes, partager autour de vous le podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez d'ailleurs m'écrire en DM, franchement ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. C'est un bon moyen pour moi d'affiner aussi mon travail, de vous découvrir, vous connaître, voir vos centres d'intérêt. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!